Coucou, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un point lecture. Je vais vous présenter mes 4 dernières lectures. Donc ce sont des livres que j'ai lus au mois de décembre. Vous allez voir, ce sont des romans qui tournent autour de Noël, mais pas que. Je vais vous présenter ça tout de suite. Je vais d'abord vous parler de La disparue de Noël de Rachel Abbott, qui est un thriller. Je vais enchaîner avec Esprit d'hiver de Laura Kajisk, je sais pas du tout comment on prononce le nom de cette autrice. Je vous parlerai ensuite de Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher, qui est ici un roman historique. Et finalement, je terminerai avec Rendez-vous avec le mal, donc c'est le tome 2 des détectives du Yorkshire de Julia Chapman. Je commence donc avec La disparue de Noël. Alors le titre pourrait faire croire que c'est un roman qui se déroule à Noël, mais en fait pas du tout. Moi de base j'avais acheté pour ça. Alors les romances de Noël, j'ai laissé tomber, j'ai essayé d'en lire une cette année-ci de Sophie Jomain. Et je suis arrivée à la moitié du roman et je me suis dit que c'était pas possible. je me faisais royalement chier dans ce roman, c'est juste pas pour moi. Du coup je me suis dit bon bah les romances de Noël c'est plus possible, donc on va essayer d'aller sur un thriller de Noël, pourquoi pas. Et donc celui-ci, voilà, le titre parle de lui-même, mais en fait il se passe pas du tout à Noël. En fait le seul lien qu'il y a avec Noël, c'est que en fait il y a une petite fille de 6 ans qui disparaît le jour de Noël, le 25 décembre. Mais après, la suite de l'histoire ne se déroule pas du tout à Noël. Donc en fait, si vous voulez, le tout début de l'histoire, on est donc ce fameux 25 décembre. On suit une maman et sa petite fille, donc la maman est en voiture, elle roule, il fait nuit, sa petite fille est à l'arrière, elle fait dodo, et elle reçoit un coup de fil assez bizarre de quelqu'un qu'elle semble connaître. Nous on ne sait pas qui c'est évidemment au début de l'histoire. Et cette personne lui dit surtout tu roules et tu ne t'arrêtes sous aucun prétexte. Et manque de peau, au moment où il lui dit ça, en fait elle était arrivée à un endroit sur la route où il y avait une voiture en plein milieu de tout, et elle s'était arrêtée quoi. Et du coup elle va redémarrer très très vite, mais elle va glisser sous une plaque de verglas, elle va faire des tonneaux et elle va mourir dans l'accident de voiture. Quand les secours arrivent, la police, etc., donc ils découvrent cette maman morte, mais la petite fille a disparu. Voilà, et on ne sait pas ce qui s'est passé. Et donc là, on se trouve 6 ans plus tard. 6 ans plus tard, le papa, qui lui est toujours là, mais donc était chez lui lors de l'accident, il s'est remarié, il a fait un enfant à une autre femme, et voilà, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé avec cette petite fille. Mais eh bien elle va refaire son apparition, elle va débarquer chez son papa. Et voilà, je sais pas ce qu'ils disent d'autre dans le synopsis. Bon, elle fait son apparition. La maman, donc forcément Emma, donc la nouvelle femme de son père, qui a donc ce petit garçon qui a un an et demi, est très suspicieuse parce que elle craint en fait pour sa sécurité. Elle sent bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Surtout que la jeune fille, donc Natacha, qui revient, est hyper... comment dire, colérique, elle revient pas en étant contente en fait. On a l'impression que ça la fait chier d'être là et qu'elle veut pas rester là. Et donc, on comprend pas très bien ce qui va se passer, et puis, voilà, un drame va survenir. et voilà, l'histoire. Mais donc, pour cette suite d'histoire, on n'est pas à Noël, hein. Je pense qu'on est, oui, on est quand même en hiver, mais oui, parce qu'il fait très froid. Il y a un cadavre qui est retrouvé à un moment donné, et... il est gelé, oui il fait très froid, mais on n'est pas forcément à Noël, donc vous pouvez le lire n'importe quand, j'ai envie de vous dire, pendant la saison froide, si vous êtes lectrice ou lecteur saisonnier. J'ai trouvé ça pas mal. Après, ça reste pas un thriller, c'est pas mon thriller préféré. Ici en fait j'ai appris par la suite, parce que je le savais pas, en fait c'est le 4e roman de l'autrice avec cet enquêteur, donc c'est Tom je sais plus quoi, Thomas quelque chose. C'est même pas marqué dans le synopsis en fait, mais bref, apparemment c'est son 4e tome. Voilà, je savais pas. Du coup, il y a peut-être des éléments que j'avais pas forcément. Après, ça m'a pas empêché de comprendre l'intrigue, mais vous voyez, il y a le frère de Thomas aussi à un moment donné qui rentre en jeu dans l'histoire, sa compagne, enfin, je me dis, il y a peut-être des éléments qu'on avait dans les tomes précédents que moi j'ai pas. Ça m'a pas empêché de comprendre l'intrigue, mais c'est vrai que je me suis pas forcément attachée à l'enquêteur. C'était pas mal, mais c'était pas excellent. Donc je ne suis pas sûre que je vais lire d'autres romans de l'autrice, parce que franchement, voilà, j'ai déjà lu beaucoup mieux, donc je pense que je vais pas lire d'autres romans de l'autrice. Mais c'était pas mal comme thriller. Franchement, c'était assez bien ficelé. Voilà, la résolution de l'enquête était vraiment bien.
j'ai pas grand chose de moche à dire sur cette histoire par rapport au degré de glauque, si vous voulez. Alors il y a certaines choses qui sont mentionnées, mais rien n'est décrit. Donc par rapport à ce que moi j'ai déjà pu lire, je trouve que ça va. Franchement, au niveau du glauque, ça va parce que tu n'as pas de description. Tu as juste voilà, mention de certaines choses. Donc moi j'ai trouvé que ça allait. Mais donc voilà, par rapport à ce thriller qui est pas mal. En tout cas, si vous n'aimez pas ce qui est trop glauque, et c'est peut-être celui-là, ça pourrait peut-être vous plaire si franchement, si Franck Tillier, Jérôme Loubry, etc. ils vont trop loin dans tout ce qui est glauque, ça pourrait peut-être vous convenir davantage. J'ai lu encore un roman d'hiver, donc Esprit d'hiver de Laura Kazish, Kazish, je sais pas trop quoi. Donc c'est publié chez Livre de Poche, je vous l'ai pas dit, celui-ci c'était chez Charleston mais en format poche. Celui-ci, pour le coup, est un roman de Noël, puisque l'histoire se déroule le 25 décembre, et uniquement le 25 décembre. Tout le roman se déroule sur une seule journée, et c'est un huis clos entre une mère et sa fille. Celui-là, je l'ai lu juste un petit peu avant Noël, et franchement, ça tombait, je trouve, pile poil. C'était, voilà, j'étais dans l'ambiance. Donc ça, c'était plutôt chouette. Ce roman est très spécial. Oui, c'est vraiment un ovni, je sais même pas trop comment vous le décrire. En fait ici on est, donc je vous dis le jour de Noël, on se retrouve avec donc le papa se réveille, et en fait ils se réveillent tous en sursaut. Parce que voilà, il y a toute la famille qui débarque pour midi, donc il faut préparer à manger, la maison, etc. Et il faut aller chercher les parents à l'aéroport. Donc le papa se réveille en sursaut, il se rend compte qu'en fait il aurait dû déjà se lever depuis longtemps, et donc il quitte la maison, il laisse seule la maman et la fille de 15 ans. Et puis là ça devient de plus en plus bizarre. En fait, donc la maman se lève, la fille aussi, mais la fille est de plus en plus bizarre au fil de la journée. Elle est très hargneuse envers sa mère. On apprend que très vite en fait que cette fille, donc Tatiana, a été adoptée en Russie quand elle avait 2 ans, quelque chose comme ça. Et en fait la mère se réveille ce jour-là avec un mauvais pressentiment en se disant que quelque chose les a suivis de Russie. Donc tu as une espèce d'aura un peu paranormale. En même temps, tu vois bien que la mère, il y a quelque chose qui tourne pas rond dans sa caboche parce que en fait tu es dans sa tête du début à la fin du roman. Tu es tout le temps dans sa tête, dans ses pensées. Donc en fait elle ressasse tout le temps. Elle va ressasser, tu vas suivre en fait le début de l'adoption de Tatiana, elle va y repenser encore et encore, elle va se répéter. Donc en fait le roman est très long. Ça n'avance pas. Alors le rythme est pas très bon hein, ici dans ce roman, moi je trouve, parce que vraiment l'héroïne, donc la mère, se répète tout le temps la même chose et ouais, tu es vraiment dans sa tête tout le temps. Et puis tu vois ce que répond la jeune fille, Tatiana, mais tu n'es jamais dans la tête de Tatiana. C'est vraiment tout le temps dans la tête de la maman qui interprète aussi les paroles de la fille, etc. Et voilà, c'est très spécial. Après, ce côté un peu particulier se justifie quand tu connais la fin. Voilà, là tu comprends en fait. Et tu te dis, ah oui, ok, je comprends mieux ce qui se passait. Néanmoins, voilà, le roman n'est pas très long, hein, franchement, allez, il n'y a même pas 300 pages. Il n'est pas épais et tout, mais ça m'a semblé vraiment très long. Il n'y a quasiment pas de dialogue, donc en fait, vous êtes sur vraiment des pages hyper remplies. Donc en soi, t'as l'impression que ça va se lire vite, mais ça se lit pas vite du tout. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça un peu dommage, le fait que le rythme n'était pas bon et que c'était long. C'était pas mauvais, c'était très particulier. Mais c'était pas, voilà, c'était pas ma meilleure lecture, mais ça reste quand même mieux qu'une romance de Noël. En tout cas pour moi. J'ai lu un roman d'hiver, donc Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher. Alors ce roman, je l'avais acheté l'année passée et je l'avais finalement pas lu en hiver. J'ai beaucoup entendu parler de ce livre, en particulier sur la chaîne de Margot Liseuse. Apparemment donc c'était un coup de cœur de Margot. Et en fait je dois vous dire que j'ai adoré. Oh, j'ai trouvé que ce roman était... en fait c'est sublime et je comprends l'engouement. Alors au début quand je l'ai démarré, je me suis dit que c'était mal barre. Parce qu'en fait ici on est sur un... en fait on va suivre, comment elle s'appelle encore, Corag, qui est une jeune fille qui est accusée de sorcellerie. Et donc en fait elle se retrouve dans une prison où elle attend en fait que le bûcher soit construit pour la faire brûler. Comme on est en hiver qui fait très froid, eh bien il faut qu'elle attende le dégel pour pouvoir y passer quoi. Et en fait il y a un révérend, donc Charles, qui vient d'Irlande et qui va venir dans sa geôle
pour l'interroger sur les événements qui l'ont conduit à être en prison. Alors pourquoi il fait ça? Parce qu'en fait, donc on est dans une période de l'histoire, on est au XVIIe siècle en Écosse, où vous avez un conflit entre les catholiques et les protestants, et donc je lis le rappel historique parce que je vous avoue que je suis vraiment pas douée pour cette période de l'histoire. Et donc vous avez Jacques II, et alors vous avez donc Guillaume d'Orange, et Guillaume d'Orange qui est actuellement sur le trône, et puis donc tu as toute une partie de la population qui voudrait que ce soit le roi Jacques qui revienne sur le trône parce qu'il considère que c'est lui le roi légitime, donc les jacobites, je crois que c'est comme ça qu'on les appelle. Bref, ce fameux révérend est jacobite, et donc il veut prouver qu'en fait le roi d'Orange là, a commandité une attaque. L'attaque de Glencoe, je pense que c'est ça le nom, je ne sais plus trop. C'est des mots qu'on croise pas souvent, donc pardon, mais je n'ai pas retenu. Et donc la Corag a assisté à ce massacre. Et donc il veut l'interroger pour avoir des preuves comme quoi, voilà, c'était le roi a vraiment commandité cette attaque alors que ces personnes-là qui ont été massacrées étaient en fait, avaient juré allégeance. Et donc en fait Corag va commencer à lui raconter son histoire, mais depuis sa naissance. Donc elle se contente pas de lui dire ce qui s'est passé lors de ces événements, elle veut vraiment qu'il comprenne qui elle est. Et ouais, vraiment qu'il la comprenne quoi. Alors au début le révérend, il est vraiment méchant avec elle parce que ben voilà, pour lui c'est une sorcière. Il faut la brûler, etc. C'est quelqu'un de mauvais, voilà, elle est de mèche avec le diable, tout ça, tout ça. Et puis en fait il va se rendre compte au fur et à mesure qu'il lui parle que mais en fait c'est pas une sorcière, c'est juste qu'elle est différente, mais ça n'en fait pas d'elle quelqu'un de mauvais. Et alors il écrit aussi en même temps des lettres à son épouse, et il explique dans ses lettres, tu vois vraiment son comportement qui change par rapport à Corag. Au début il est très virulent dans ses lettres, et puis au fur et à mesure du temps il est de plus en plus doux avec Corag et de plus en plus compréhensif et même triste de ce qui va lui arriver. Et ce roman, alors ce n'est que Corag qui raconte son histoire. Donc vous vous doutez bien qu'il n'y a pas de masse de dialogue, il n'y a pas de masse d'interaction, puisque c'est juste un blabla, si vous voulez. Et c'est comme ça que moi au début j'ai eu peur, parce que je me suis dit mon dieu mais ça va être long. Et en fait absolument pas, parce que c'est une ode à la nature. On est vraiment sur un roman contemplatif, donc je pense que ça plaira pas à tout le monde. Et je ne pensais pas que moi ça pourrait me plaire autant, mais en fait c'est très beau, c'est bien écrit. C'est magnifique en fait, tu as l'impression d'être avec Corag quand elle explique, quand elle chevauche, quand elle se baigne dans la rivière, quand elle escalade les falaises, tu as l'impression d'être avec elle, d'être vraiment dans ce paysage. C'est assez sombre, hein, c'est un roman assez sombre parce qu'en fait on l'a toujours considérée comme une sorcière, sa mère a été assassinée, en tant que sorcière, et donc c'est comme ça que Corag a dû fuir parce que sinon elle allait y passer aussi. Et c'est très dur, elle mène une vie extrêmement dure et c'est triste, et en même temps elle se contente de peu, elle voit la beauté dans tout. Franchement c'est un livre qui te donne une claque et qui te donne une leçon de vie assez incroyable, c'est magnifique. Vraiment je sais pas trop comment vous décrire ce roman là. Parce que c'est juste beau, et il faut juste le lire pour se rendre compte de la beauté de l'écriture. C'est poétique, hein, mais c'est pas dur à lire, mais voilà, c'est poétique, la plume est vraiment belle, c'est vraiment très joli, la traduction est excellente parce que je pense pas qu'elle soit francophone. Notre Suzanne Fletcher, je ne crois pas, non c'est traduit de l'anglais, voilà. Donc voilà, moi je comprends l'engouement, je le partage également, donc c'est un roman que je peux vous conseiller, mais uniquement si les romans contemplatifs ne vous dérangent pas, parce qu'il n'y a pas beaucoup de rythme. Mais c'est ce qui fait la beauté du roman. Il faut le savoir avant de le démarrer, je pense. Et ma quatrième lecture, c'est le tome 2 des Détectives du Yorkshire, Rendez-vous avec le mal de Julia Chapman, donc c'est publié chez La Bête Noire. Je pense que dans la dernière vidéo, je vous parlais du tome 1, je ne sais plus trop. En tout cas, je les lis de façon assez rapprochée. Et celui-ci, je vous conseille de le lire à l'approche de Noël, parce qu'en fait, le roman se déroule à Noël, ou en tout cas quelques jours avant Noël, et le jour de Noël. Donc franchement, c'est pile poil, le tome 2, c'est pile poil pour la saison de Noël. J'ai adoré le tome 1, mais j'ai encore préféré celui-ci. Je l'ai trouvé vraiment très très bien. Je me sens bien dans cette lecture. Donc ici, c'est un cozy mystery.
Mais en fait les personnages sont vraiment chouettes. Les deux enquêteurs, donc on suit Delilah, une jeune femme, et Samson. Samson qui est un peu la bête noire puisque voilà, il revient donc dans son petit patelin après 14 ans. Et voilà, il a pris la fuite il y a 14 ans et là il revient la bouche en cœur et forcément il n'est pas bien accueilli. Il est détective privé, tandis que Delilah est conceptrice de site web et elle tient également une agence de rencontres. Alors les deux ont leur bureau dans le même bâtiment. Et en fait, Delilah va se mêler des enquêtes de Samson. Donc ils vont faire en fait équipe à deux. Et en fait, ils sont à mourir de rire parce qu'ils ont tous les deux un caractère. Et en même temps, tu sens, en tout cas de ce tome 2, tu sens que bah, qu'ils se plaisent, quoi. Mais ils veulent pas. Donc, enfin, je sais pas, c'est super drôle. Il y a 2 enquêtes dans ce roman-ci. Et il y en a une avec un bélier qui a disparu. Et franchement, j'ai trouvé ça très très drôle. Et vraiment, c'était super sympa. L'autre enquête, donc la principale, on va dire, parce que c'est là que le bélier se résout, on va dire, enfin plus rapidement, tandis que l'enquête principale va se résoudre vraiment à la fin. On est dans une maison de repos avec une vieille dame qui meurt, a priori de façon naturelle, mais quelque chose d'un peu spécial parce qu'elle était venue voir Samson un petit peu avant en lui disant que quelqu'un essaie de la tuer. Donc du coup, ben voilà, il y a une enquête qui va... Voilà, Samson va faire sa petite enquête avec Delilah. Et voilà, ça reste un cosy mystery, donc oui, il y a des meurtres, mais non, ce n'est pas sanglant, ce n'est pas glauque, c'est même bah, un peu drôle, hein, voilà. C'est ça qui est comique avec les cosy mystery, c'est que c'est tragique, mais en même temps c'est marrant parce que t'as plein de touches d'humour. Et vraiment, cette série Cozy Mystery, elle est excellente. Ce tome 2, j'ai adoré. Je vous dis, pour la saison de Noël, c'est impeccable, t'es dans une petite bourgade au fin fond de l'Angleterre, donc moi j'aime vraiment bien ça. Tu es dans la campagne, c'est tout ce qu'il me faut, avec des fermiers, etc. Je trouve ça très très chouette. Tous les personnages sont vraiment bien, sont vraiment cool. C'était un très bon 2e tome et voilà, j'ai hâte de lire la suite. Voilà par rapport à ces 4 lectures. Bah écoutez, si vous avez lu ces romans, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez apprécié la vidéo comme d'habitude, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!